grave, jetons tout à la poubelle, l'ONU c'est fini, ça allait bien dans le passé, mais c'est pas grave, on fera autre chose. Et cette idée me semblait proprement ahurissante, dans la mesure où, quand on se plonge dans l'histoire de l'ordre international depuis 1945 et dans l'histoire des Nations Unies, ce qui saute aux yeux, c'est que ça sera extrêmement difficile de refaire quelque chose d'aussi complet du point de vue juridique, du point de vue institutionnel, du point de vue philosophique. Donc c'est une illusion de penser qu'on pourrait refaire comme ça d'un coup de baguette magique. Et d'autre part, ces propos sous-estiment tout ce qui a été fait depuis 1945. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les organisations internationales sont un échec, qu'elles n'ont rien fait, rien construit. Or, en 80 ans, des centaines de traités, des programmes, des millions de gens qu'on a préservés de la guerre, qu'on a sauvés de la pauvreté. Enfin, il s'est passé énormément de choses en 1980, pendant ces 80 ans. Donc la première idée, c'était ne jetons pas bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on est en train de changer d'époque et qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il ne s'est rien passé, que ce qu'on a fait pendant 80 ans n'a aucune valeur. Donc la première partie du livre, c'est rappeler tout ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et pourquoi c'est intéressant. Alors je ne sais pas de quoi vous avez envie de discuter, mais ce qui est exceptionnel avec le système des Nations Unies, pour faire court, c'est que c'est à la fois des institutions, à la fois du droit international, c'est-à-dire des traités, et à la fois des principes philosophiques. C'est-à-dire c'est un système qui est complet. C'est-à-dire on rebâtit du droit, mais aussi on repose des principes philosophiques, avec notamment la consécration au niveau international de la notion de droit de l'homme, qui existait depuis le XVIIIe siècle. On a une grande spécialiste des idées politiques, si elle pourra nous le confirmer. L'idée de droit de l'homme existait depuis le XVIIIe siècle, mais au niveau international, elle n'était pas consacrée. Par exemple, les tribunaux internationaux, jusqu'en 1945, ils se réfèrent aux principes reconnus par les nations civilisées. Ce qui fleure bon quand même l'arrogance occidentale, etc. Donc c'est en 1945, avec l'ONU, qu'on consacre la notion de droit de l'homme pour marquer un coup d'arrêt avec ce qui s'est passé avec la période nazie et l'Empire du Japon. Donc voilà, un système complet, si ça vous intéresse, on peut rentrer dans les détails. Donc des institutions, du droit, des principes philosophiques et une dynamique de coopération internationale qui va fonctionner. C'est-à-dire un mythe aussi qui se répand aujourd'hui, dire oui, ça n'a pas marché. J'ai affronté quelqu'un dont je tairai le nom par charité sur un plateau télé l'autre fois, il disait mais le multilatéralisme, ça n'a pas marché. C'est complètement idiot. La coopération internationale, ça a marché. Et ça continue de marcher, puisque récemment on a adopté un traité sur les océans, par exemple, la protection des océans, sur l'interdiction des essais nucléaires, donc ça continue de marcher. Bon. Donc ça c'est le premier objet du livre. Le deuxième objet du livre, c'est de dire il ne faut pas se tromper de diagnostic dans ce qui se passe. C'est-à-dire il y a une tendance à nous dire ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des fous. Trump est fou, Poutine est fou. Donc on résume, voilà, on résume les événements à des problèmes de personnes. Non. Même si Trump n'était pas là, on aurait quand même ces évolutions parce qu'elles sont portées par des tendances de fond. Et donc j'ai une deuxième partie où j'analyse ces tendances de fond qui si on ne les regarde pas en face, nous conduisent à recommencer. On aura beau se débarrasser de Trump ou de Poutine, si on n'a pas résolu les problèmes de fond, on n'aura rien résolu. Ça reviendra. Donc ces tendances de fond, je ne peux pas développer parce que je pense vous avez envie de discuter, c'est d'abord qu'on termine plusieurs cycles historiques en même temps. Donc le cycle de la Renaissance, le cycle des Lumières, le cycle de la guerre de 14, le cycle de 1945. Il y a plein de cycles historiques qui se terminent, avec des batailles idéologiques extrêmement violentes. On le voit bien aujourd'hui, certains responsables, et non des moindres, tiennent des propos qui rappellent la hiérarchie des races. Des gens comme, je pense, il y a Elon Musk par exemple, qui carrément réhabilite l'eugénisme. Et puis on a des dirigeants qui disent, il y a quand même il y a des civilisations,
et puis des sous-civilisations. Donc voilà, il y a une grosse bataille idéologique qu'il faudrait traiter. Je m'attarde sur tous ces cycles et sur ce que j'appelle, on commençait à en discuter avec Marc Pédon avant que vous n'arriviez, le grand malentendu des années 90. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles la guerre revient aujourd'hui, c'est que la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique a été mal interprété ou surinterprété. C'est-à-dire qu'en Occident, on l'a interprété comme une victoire idéologique qui consacrait la victoire du libéralisme, de la démocratie, des droits de l'homme. C'est pas simple du tout. L'Union soviétique s'est effondrée pour des tas de raisons, et ça ne voulait pas dire que certaines idées avaient gagné. Et avec ce malentendu, on a préparé les conflits d'aujourd'hui. Alors je n'excuse pas du tout l'agression de l'Ukraine par la Russie, pas du tout, je la condamne même très fermement. Mais il y a dans ce grand malentendu des années 90 des choses qui expliquent ce retour de la guerre. Et je m'attarde aussi pas mal dans le livre sur ce qui est le cœur en fait, de l'ordre de 45, c'est-à-dire l'interdiction de la guerre. 1945, la charte de l'ONU, dans le jargon qui est le sien, prohibe le recours à la force, c'est-à-dire interdit la guerre. Et c'est pas du tout naïf, hein, c'est juste dire on pose un repère. Le repère, c'est que la guerre, nous refusons la guerre, mais on n'a pas la naïveté de croire que la guerre va disparaître. Mais on dit, on se fixe comme point de repère que la guerre n'est pas la solution et que les États, c'est dans la charte, hein, doivent résoudre leurs conflits de manière pacifique. Et il y a dans la charte de l'ONU un chapitre 6 qui s'appelle Règlement pacifique des différends, qui est une boîte à outils à disposition des États pour régler. Il faut le rappeler ça, parce qu'aujourd'hui on fait comme si on n'avait pas de moyens autres que les bombes pour régler les conflits. Si, on a plein, il y a toute une liste d'outils qu'on pourrait utiliser. Et donc, l'une des explications du déchaînement de violence dans lequel nous sommes entrés, c'est que dans les années 1990, on a réhabilité la guerre. On l'a réhabilitée notamment sous des prétextes tout à fait honorables, les guerres humanitaires. On faisait des guerres pour les droits de l'homme, au Kosovo, après même en Irak, pour empêcher des armes de destruction massive, en Libye, pour débarrasser le monde de dictateurs. Et ce faisant, on a rejeté les outils pacifiques de règlement des différends, parce que ces conflits qu'on avait avec certains dictateurs, ces guerres qui menaçaient, on aurait pu, en utilisant les mécanismes de règlement pacifique des différends, les résoudre sans recourir à la force. Donc on a intellectuellement fragilisé le dispositif mis en place en 1945 en disant finalement la guerre ça peut être bien. Et donc dans un contexte comme ça, des gens qui aiment la force, qui aiment les rapports de force, comme Vladimir Poutine, ils ont un espèce de boulevard. En gros, on leur a préparé le terrain. En réhabilitant la guerre avec de bonnes intentions, en fait, on a facilité la tâche de toutes sortes de personnes qui n'attendaient que ça, finalement. Et d'ailleurs, des gens comme Poutine, à chaque fois qu'il en a l'occasion, disent « Mais c'est vous qui avez commencé. C'est vous, les Occidentaux, vous avez commencé au Kosovo, vous avez commencé en Irak. Pourquoi vous me reprochez de faire... » Alors c'est hypocrite, on est d'accord. Mais on a nous-mêmes créé les conditions de ce bal des hypocrites. Donc toute la deuxième partie du livre, c'est d'analyser toutes ces grandes questions et bien poser le problème. J'ai des développements sur la question de la diplomatie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur les plateaux télé, on voit plus de généraux que de diplomates ? Et quand on voit des diplomates, c'est des diplomates qui sont toujours d'accord avec les militaires. Donc il y a alors, les diplomates, ils écrivent des mémoires, mais finalement ils sont désœuvrés. Et j'en fréquente, je les fréquente beaucoup, et ils sont un peu démoralisés qu'on ne fasse pas appel à leur savoir-faire, qui est très grand en matière de médiation, faire des conférences de paix, etc.
Et toute la troisième partie du livre, c'est pour montrer que le système onusien, bien qu'attaqué, fonctionne. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, il y a une très grande activité à l'ONU. Il y a eu récemment, par exemple, la première résolution mondiale sur l'intelligence artificielle, avec la création de groupes de travail pour le partage des savoirs technologiques entre le Nord et le Sud. Donc beaucoup de traités sur l'environnement. Les programmes sur l'habitat continuent de fonctionner. Alors le problème des programmes sur le développement si cher à Boutros Ghali, c'est que les Américains ont commencé à couper les vivres, hein, Donald Trump a coupé les fonds. Mais ça continue de fonctionner et, petit signal faible, les Américains, il y a 15 jours, ont décidé de signer quand même un chèque à l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'ils se rendent compte que les pandémies, ça continue. Et donc les Américains, les États-Unis qui se sont retirés de l'OMS se rendent compte que c'est quand même utile, les organisations internationales. Et donc là, ils ont fait un chèque de 168 millions de dollars. Je pense pas beaucoup, mais enfin, c'est un signe que... donc, le système multilatéral continue de fonctionner. Parce que, en 80 ans, les gens ont pris des habitudes, il y a des savoir-faire. Parce que c'est ça aussi l'intérêt du système onusien, c'est qu'on apprend à se connaître, on crée des habitudes, on crée du droit. Donc tout ça continue de fonctionner. Donc au moment où nous parlons, et il y a eu récemment une discussion sur le Soudan, sur la lutte contre le terrorisme en Éthiopie. Il y a une résolution sur que faire pour Haïti, qui est portée par les États-Unis. Donc le système fonctionne. On a même, j'ai un chapitre là-dessus, ce que j'appelle une universalisation du système onusien, dans le sens où vous savez que ceux qui ont porté la recréation du système multilatéral en 1945 étaient les États-Unis, des pays occidentaux, en grande partie, même si il y avait quand même des Chinois, des Indiens, des Mexicains. Et donc il y a eu cette accusation du système international comme étant occidental. Alors c'était à la fois vrai et faux. Vrai parce qu'il y avait effectivement beaucoup de juristes britanniques, américains, beaucoup de Français aussi. Mais ne négligeons pas, hein, si vous voulez, on peut rentrer dans le détail, le travail des Indiens, des Mexicains, notamment sur le droit de veto, par exemple. Donc cette accusation, elle était en partie vraie, mais elle était fausse, c'est là que je voulais en venir, parce que, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, la charte de l'ONU, elle est véritablement universelle. C'est pour ça que je vous ai rappelé qu'on consacre la notion de droit de l'homme, par opposition à des notions comme principe reconnu par les nations civilisées, et que d'ailleurs les pays colonisés ne s'y tromperont pas, puisque l'ONU va accompagner la lutte, par exemple, des pays africains vers l'indépendance. C'est à l'ONU que vont se défendre les pays qui revendiquent leur accession à l'indépendance, que ce soit les colonies françaises, britanniques. Et la dimension droit de l'homme, parce que la charte de l'ONU consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça on s'en souvient pas forcément, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est adoptée le 9 décembre 1948, qui est une déclaration qui fait la liste des droits de l'homme, des libertés fondamentales, comporte un article qui est extraordinaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, puisqu'il y a un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit « Cette déclaration s'applique à tous les peuples, quel que soit le statut du territoire sur lequel ils vivent. » Quel que soit le statut du territoire sur lequel ils vivent, c'est-à-dire y compris aux peuples colonisés. C'est-à-dire d'emblée, le système onusien se projette dans une ère post-coloniale. Et l'une des premières choses que font les pays indépendants, c'est de demander leur adhésion à l'ONU, qui va augmenter son nombre d'États. Il y avait 51 États en 1945, il y en a maintenant 193.
Et l'ONU va devenir véritablement l'agora mondiale. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les pays du Sud sont très actifs à l'ONU, c'est-à-dire les attaques viennent des États-Unis, par exemple, mais ceux qui défendent au moment où nous parlons l'ONU, c'est les pays du Sud, les pays africains, parce qu'ils reconnaissent l'importance de ce cadre, et que le droit qui a été fixé par la charte, c'est un droit qui protège les petits États. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gros s'énervent aujourd'hui, c'est qu'ils voient bien tout le parti que peuvent tirer les petits États. Donc dans la dernière partie, je décris toute cette bataille actuelle à l'ONU, toute cette mobilisation des pays du Sud, et je signale également l'importance du rôle des citoyens et des associations, ce qu'on appelle dans le jargon de maintenant la société civile, puisqu'il y a 8000 associations accréditées à l'ONU, qui se mobilisent pour faire avancer des idées, promouvoir des textes, des conventions, et qui aujourd'hui poussent à une réforme de l'ONU sur les 2 axes les plus importants, c'est-à-dire l'efficacité. Il faut essayer de rendre l'ONU plus efficace, notamment face au retour de la guerre. C'est l'enjeu de l'élection actuellement en cours du prochain secrétaire général de l'ONU, qui sera probablement une femme. Et puis, la question de la représentativité. Il faut que les instances de l'ONU, en particulier le Conseil de sécurité, fassent une place plus grande aux différents continents. Par exemple, c'est inadmissible, tout le monde est d'accord maintenant, hein, même les Américains, que le continent africain n'ait pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Donc voilà, tous ces enjeux, il y a eu un débat il y a 2 jours sur la réforme du multilatéralisme à New York, là, au Conseil de sécurité. Mais le message du livre, c'est on n'arrivera pas à faire avancer ces grandes idées si les citoyens ne se mobilisent pas. C'est-à-dire nos gouvernements ne mesurent peut-être pas, y compris le gouvernement français, l'importance qu'il y a à défendre l'ONU. Il y a même des dirigeants français qui se prennent pour des carnivores. Le gouvernement, il ne mesure pas ça? Excusez-moi, je suis un peu loin. Notre gouvernement, il ne mesure pas ça? C'est-à-dire, il mesure en parole, mais en termes d'initiatives concrètes, on est quand même un peu en retrait de la main. C'est-à-dire où il y a plus d'initiatives qui viennent de pays du Sud que de grandes initiatives. Alors la France porte une réforme du droit de veto qui est intéressante. Voilà, pour le limiter, non pas le supprimer, mais contraindre son exercice. Mais on n'a pas vu la France prendre la tête d'une grande coalition d'États pour réformer les Nations Unies. Or, il y a, on peut dire, il y a une majorité d'États, sur les 193 États membres de l'ONU, il y a une majorité d'États qui veulent sauver l'ONU et qui a besoin évidemment, de trouver une incarnation peut-être pour faire avancer, faire triompher des réformes nécessaires. Pardon, je suis bavarde, mais... Peut-être que la France ne peut pas se le permettre de prendre la tête de ce mouvement-là. Alors, c'est effectivement une interprétation possible. Est-ce que la France peut se le permettre? Moi, j'aurais tendance à dire qu'au contraire, si la France veut prouver qu'elle a un rôle encore à jouer sur la scène internationale, il faut qu'elle prenne un peu de risques. Ce que, il faut reconnaître ça, le président Macron était capable de faire, par exemple, sur la solution à 2 États, Israël-Palestine, qui est la position traditionnelle de l'ONU, mais qui bat de l'aile. Là, il a eu le courage, en binôme avec l'Arabie Saoudite, et il a été extrêmement attaqué. Mais, quelque part, ça a remis la France sur les écrans radars. Je défendrais, mais c'est une discussion qu'on peut avoir, hein, justement la position contraire. Aujourd'hui, il faut être audacieux. Je trouve par exemple sur l'interdiction de la guerre donc la condamnation de ceux qui recourent à la guerre dans des conditions illégales, la France est trop faible et trop bas de gamme. C'est-à-dire on a été capable de condamner, on a eu raison, l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais on a été incapable, au moment où nous parlons, de condamner l'attaque des États-Unis contre l'Iran, qui est une violation caractérisée de la charte, encore plus grave que les autres, puisqu'elle a lieu alors que des négociations sont en cours. Ça, je crois que c'est sans précédent
depuis la Renaissance, je m'adresse aux historiens qui sont peut-être dans cette salle, mais il me semble que depuis la Renaissance, on avait établi les immunités diplomatiques, et que quand il y avait des négociations de paix, on attendait qu'elles se terminent pour éventuellement reprendre la guerre. Là, je crois que c'est sans précédent qu'en pleine négociation, on bombarde en ayant déterminé la localisation des négociateurs, on les assassine, eux et leurs familles, et quelques voisins, je crois que c'est sans précédent. Donc et là, je trouve que la France devrait vraiment grimper dans les tours, pour dire, non, ça c'est pas possible, la France ne peut pas accepter, etc. C'est pas du tout ce qu'on fait, malheureusement.